Le 23 août 1942, à 14h18, un lieutenant de 19 ans de l'armée rouge donna un ordre qui contredisait tous les règlements, toutes les instructions et tout ce qu'on lui avait enseigné à l'école militaire. Il disposait de 4 canons anti-chars. 47 chars allemands avançaient contre lui. Selon tous les calculs, selon toutes les lois de la guerre, sa batterie aurait dû être détruite en 8 minutes. C'est précisément le temps qu'il a fallu aux équipages de chars allemands expérimentés du 14e corps blindé de la Wehrmacht pour neutraliser une position anti-char soviétique. 8 minutes, 4 canons réduits en miettes et 16 artilleurs mis au rebut. Mais ce lieutenant a fait quelque chose d'étrange. Il ordonna à ses canons de se déplacer. Pas de retraite, déplacez-vous en cercle, feu et déplacement, sans cesse. Après 40 minutes de combat, les Allemands avaient perdu 15 chars. La batterie du lieutenant n'avait perdu aucun canon. Aucun homme n'avait été tué. Les commandants allemands observant la bataille étaient certains qu'au moins 12 canons leur faisaient face. Ils demandèrent un appui aérien pour neutraliser ce important groupement anti-chars. Lorsque les avions de reconnaissance de la Luftwaffe photographièrent la position, les officiers d'état-major n'en crurent pas leurs yeux. 4 armes. 4 au total. Comment un jeune garçon d'un village près de Voronej, qui, il y a un an encore, était assis à son pupitre d'écolier, a-t-il pu élaborer des tactiques qui, 30 ans plus tard, seraient enseignées à West Point et à Sandhurst? Comment un jeune homme de 19 ans, commandant des hommes de 10 à 15 ans ses aînés, a-t-il pu créer un système en avance d'un demi-siècle sur son temps? Et pourquoi cette tactique a-t-elle émergé ici, dans les collines brûlées par le soleil au nord-ouest de Stalingrad, au moment le plus désespéré de la guerre la plus terrible de l'histoire de l'humanité? Pour comprendre cela, il faut remonter 3 mois en arrière, au jour où Alexandre Serov a vu mourir ses camarades pour la première fois. Le lieutenant de vaisseau Alexandre Vassilievitch Serov avait 19 ans et 2 mois lorsqu'il prit le commandement de la 2e batterie du 748e bataillon d'artillerie anti-chars indépendant. C'était le 12 juin 1942, jour où le commandant de batterie précédent, le capitaine Dimitri Jouravlev, avait été tué par des éclats d'obus d'une bombe aérienne allemande. Serov naquit dans le village de Novaya Ousmane, à 32 km de Voronej. Son père, Vassili Petrovitch, était contremaître à la ferme collective de Krasny Oktyaber, et sa mère, Anna Ivanovna, était institutrice à l'école du village. C'est elle qui apprit à lire à Alexandre à l'âge de 4 ans, et dès l'âge de 7 ans, il dévorait les livres de la bibliothèque municipale, si rapidement que la bibliothécaire, Maria Stepanovna, lui réservait les nouveautés spécialement pour lui. Serov avait une particularité que tous ceux qui le connaissaient avaient remarqué. Il pouvait rester immobile pendant des heures, absorbé par une seule chose à la fois. Enfant, c'était une fourmilière en bordure du jardin. Alexandre pouvait passer une journée entière à étudier comment les fourmis organisaient leur travail, comment elles se répartissaient les tâches, comment elles réagissaient face aux obstacles. À l'école, son professeur de physique, Piotr Andreevitch, avait remarqué que Serov posait des questions que même les élèves de seconde ne se posaient pas. « Ce garçon pense en termes de système », disait-il à ses collègues. « Il ne s'intéresse pas aux éléments isolés. Il perçoit comment tout est lié. » En 1940, à 17 ans, Alexander s'inscrit à la faculté de physique et de mathématiques de l'université d'État de Voronej. Il rêve de devenir ingénieur, de concevoir des machines et de résoudre des problèmes que d'autres jugent insolubles. Il termine sa première année avec les félicitations du jury, obtenant les meilleures notes à tous ses examens. Le 22 juin 1941, ses rêves furent brisés par la réalité. Le 3e jour de la guerre, Serov se rendit au bureau de recrutement militaire. On refusa de l'enrôler. Il avait 17 ans, était étudiant et avait besoin de renforts à l'arrière. Il revint chaque jour pendant 2 semaines. Le 15e jour, le commissaire militaire, le commandant Kuznetsov, le regarda de son regard gris obstiné et dit « Très bien, tant pis pour toi. Tu iras à l'école d'artillerie. Ils ont besoin de gens têtus comme toi là-bas. » La première école d'artillerie de Moscou, baptisée Krasin, fut évacuée à Mias, dans la région de Tcheliabinsk. Serov y suivit 8 mois d'entraînement intensif
étudiant 16 heures par jour. Il ne se contentait pas de mémoriser les tables de tir et les règlements, il comprenait la physique du processus. Pourquoi un obus suit telle ou telle trajectoire? Comment la vitesse, l'angle, le vent et la température l'influencent? Comment le blindage d'un char répartit l'énergie d'impact? Les cadets se moquèrent de lui. « Serov, tu comptes écrire une thèse? Tire sur les tables comme n'importe qui d'autre. » Il sourit et poursuivit ses calculs. En avril 1942, le lieutenant Serov arriva au front au sein du 748e bataillon indépendant d'artillerie anti-char. Cette division faisait partie de la 21e armée du front sud-ouest et était armée de canons anti-chars de 45 mm, modèle 1937. Les mêmes 45 que les soldats de l'armée rouge appelaient, avec une ironie amère, « Adieu, mère patrie ». Ce surnom n'était pas fortuit. Le Soroka-Piatka pesait 560 kg et pouvait être retourné par un seul équipage. Sa cadence de tir était rapide, jusqu'à 20 coups par minute avec un équipage bien entraîné. Cependant, son obus perforant ne pénétrait que 43 mm de blindage à 500 mètres. C'était suffisant contre les chars légers allemands Panzer II et les véhicules blindés de transport de troupes. Contre le Panzer III, c'était risqué. Contre le Panzer IV, c'était quasiment inutile. À l'automne 1942, les premiers chars Panzer VI Tiger, dotés d'un blindage frontal de 100 mm, commencèrent à arriver dans la région de Stalingrad. Le canon Soroka de 45 mm parvenait à égratigner leur peinture, sans plus. Serov avait tout compris. Il étudiait les performances des blindés allemands avec la même ténacité qu'il avait jadis mise à étudier les fourmis de son jardin. Il savait que ces canons étaient des instruments de suicide, mais il n'avait pas d'autre choix. Durant son premier mois au front, Serov n'avait pas encore commandé de batterie. Il était commandant adjoint et exécutait les ordres du capitaine Zouravlev. Officier de carrière de 41 ans, Zouravlev était un vétéran des batailles de Khalkhin-Gol. Il connaissait la guerre et considérait le jeune lieutenant avec une sympathie mesurée. « Serov, dit-il, tu réfléchis trop. C'est dangereux en temps de guerre. Tu y penseras après la guerre. Pour l'instant, obéis aux ordres et prends soin de tes hommes. » Serov écouta et hocha la tête. Mais il ne cessa pas de réfléchir. La batterie de Zouravlev occupait des positions sur la seconde ligne de défense, couvrant la direction de Rossoche. Aucun combat majeur n'eut lieu en mai. Les Allemands amassaient des forces en vue de l'offensive d'été. Cependant, des escarmouches de reconnaissance se déroulaient régulièrement, et Serov les suivait de près. Il remarqua plusieurs choses qui le dérangeaient. Premièrement, les chars allemands attaquaient toujours selon un schéma précis. D'abord, un barrage d'artillerie et un bombardement aérien sur les positions identifiées. Ensuite, une petite force de reconnaissance en force pour contraindre les canons anti-chars à révéler leur position. Enfin, une attaque concentrée des forces principales, visant avec précision les points de tir identifiés. Deuxièmement, les batteries anti-chars soviétiques furent presque entièrement détruites. Elles occupaient des positions bien camouflées. Elles ouvrirent le feu sur les chars qui approchaient, en détruisant un ou deux. Puis, un déluge de feu s'abattit sur elles. Canons de chars, mortiers et souvent bombardiers en piqué Ju-87. Les canons, enfouis dans le sol, ne purent s'échapper. Les servants, immobilisés sur leur position, ne purent battre en retraite. Ils périrent sur place. Troisièmement, le règlement exigeait de tenir une position jusqu'au dernier obus et au dernier homme. Il s'agissait d'une doctrine défensive développée dans les années 1930, lorsqu'un canon anti-char était considéré comme un point de tir fixe, dont le but était d'infliger des pertes maximales à l'ennemi, même au prix de sa propre destruction. Serov constatait comment cette doctrine tuait ses camarades, et il ne comprenait pas pourquoi on ne pouvait pas faire autrement. Au cours des premières semaines de juin 1942, les Allemands lancèrent une offensive en direction de Voronej. La 28e armée, qui comprenait désormais la division de Serov, se retrouva sur le passage de l'attaque principale. De violents combats défensifs s'ensuivirent. Le 12 juin, la batterie du capitaine Zouravlev occupait une position près du village de Petrovka, couvrant le passage de la petite rivière Potoudan.
L'aviation allemande était active depuis le petit matin. Des groupes de 6 à 8 bombardiers Junker déferlaient par vagues successives vers les positions soviétiques. À 14h40, une de ces vagues passa directement au-dessus de la batterie. Serov se trouvait à une centaine de mètres du poste de commandement de Zouravlev, vérifiant le camouflage du second canon. Il entendit le hurlement croissant des bombardiers en piqué, se jeta à terre et se protégea la tête avec les mains. Le sol trembla 4 fois. Lorsqu'il releva les yeux, il vit un cratère fumant à l'emplacement du poste de commandement. Le capitaine Zouravlev mourut sur le coup. Le sergent-chef Klimov, signaleur, et le soldat de l'armée rouge Fedorov, infirmier, périrent également dans la mort. Serov se tenait au bord du cratère, contemplant les débris éparpillés. Il ne ressentait rien, ni peur, ni chagrin, ni colère. Seulement un étrange vide et la certitude qu'il commandait désormais la batterie. Il avait 19 ans. Son plus âgé des subordonnés, le canonnier du premier canon, Stepan Yakovlevitch Gromov, avait 36 ans. Gromov avait combattu pendant la guerre civile, comme artilleur rouge dans le 1er régiment de cavalerie. Serov rassembla les servants près du 4e canon, le seul abrité par un grand chêne. Il ne restait plus que 13 hommes de la batterie. 2 étaient blessés, un autre souffrait de traumatisme de guerre. « Je prends le commandement », dit Serov d'une voix ferme. « Camarade Gromov, vous êtes mon adjoint. Les Allemands attaqueront d'ici 1 heure ou 2. Leurs chars sont déjà sur l'autre rive. Nous avons l'ordre de tenir le passage. » Gromov regarda le garçon, qui aurait pu être son fils. Puis il hocha la tête. « Oui, monsieur, camarade lieutenant. » Ce jour-là, la batterie de Serov détruisit 2 chars Panzer III allemands et un véhicule blindé de transport de troupes. Elle perdit un canon et 2 hommes furent blessés. Elle tint le passage jusqu'à la tombée de la nuit, puis se replia sur de nouvelles positions à la nuit tombée, sur ordre du commandant de division. Ce fut le premier véritable combat d'Alexandre Serov. Et lors de ce combat, il vit pour la première fois quelque chose qui le hanterait pendant des mois. La destruction de batteries anti-chars. De la mi-juin à la mi-août 1942, Alexandre Serov assista à la destruction de 4 batteries anti-chars. Non pas la sienne, mais celle des autres. Sa batterie, par un miracle ou selon un schéma qu'il ignorait encore, continua d'exister. Elle subit des pertes, perdit des canons, reçut des renforts, mais elle existait toujours. Pendant ce temps, les autres batteries de la division et des unités voisines étaient réduites à néant. La première à périr fut la 3e batterie du lieutenant Belov. Cela se produisit le 28 juin, près d'Ostrogosk. Serov ne participa pas à la bataille elle-même, mais il en vit les conséquences. La division avait traversé des positions tenues par la batterie de Belov 12 heures auparavant. 4 cratères là où se dressaient autrefois des emplacements de canons. Les débris des canons de 45 mm, méconnaissables et réduits en charpie. Des corps qui n'avaient pas encore été dégagés. Serov en compta 11. Puis il s'arrêta de compter. Le sergent-major du bataillon qui organisa les funérailles raconta le déroulement des faits. La batterie de Belov occupait une position à la périphérie du village, couvrant la route d'Ostrogosk. Les Allemands lancèrent une attaque à 6 heures du matin. D'abord, un barrage de mortiers. Puis vinrent les chars. La batterie ouvrit le feu à 800 mètres de distance, détruisant 2 chars. Les Allemands s'arrêtèrent, repérèrent les positions et demandèrent un appui aérien. 20 minutes plus tard, les Stuka arrivèrent. 4 passages, 4 tirs. Belov était un bon commandant, a déclaré le sergent-major. Il avait choisi une position astucieuse et s'était bien camouflé. Mais après que l'aviation l'eut neutralisé, il ne restait plus rien. Ils ont même retrouvé les boucliers des canons à 200 mètres de là. Serov écouta et réfléchit. Belov avait tout fait correctement. Conformément au règlement, aux instructions et à l'expérience du combat. Et il mourut avec toute la batterie. La 2e batterie fut détruite le 14 juillet. Elle appartenait à la division voisine, la 752e. Serov connaissait son commandant, le lieutenant Fyodor Kravchenko. Ils avaient étudié ensemble à Mias, à des années d'intervalle.
Ils se rencontrèrent au point de ralliement avant d'être envoyés au front, échangèrent leurs adresses et convinrent de s'écrire. Kravchenko mourut 5 jours après son arrivée au front. Sa batterie occupait une position élevée, offrant une excellente visibilité. De l'avis général, c'était une position anti-char idéale. Elle dominait les hauteurs, disposait d'un champ de tir de 2 km et était bien équipée en tranchées. Les Allemands attaquèrent avant l'aube. 23 chars, appuyés par l'infanterie dans des véhicules blindés de transport de troupes. La batterie de Kravchenko ouvrit le feu et détruisit 4 chars dans les 3 premières minutes de la bataille. Un excellent résultat. Un travail exemplaire. Les chars allemands s'arrêtèrent alors et commencèrent à tirer à l'arrêt. 25 canons de chars contre 4 canons de 45 mm. La batterie de Kravchenko ne tint même pas 10 minutes. Serov a appris cela de l'officier politique de la division, qui rassemblait des informations pour un rapport destiné au département politique de l'armée. Des héros, dit l'officier politique. De vrais héros. Ils se sont battus jusqu'à la dernière cartouche. Pas un seul n'a battu en retraite. Serov hocha la tête et réfléchit. Oui, des héros. Des héros morts. À quoi servent les héros morts ? Les chars allemands, épargnés par la batterie de Kravchenko, avaient percé les lignes jusqu'au quartier général du régiment et détruit 3 camions chargés de munitions. Une batterie active, en repli vers une nouvelle position, aurait pu neutraliser quelques chars supplémentaires et peut-être sauver ces camions. Mais il était impossible de penser ainsi. C'était politiquement incorrect. Serov garda le silence. Il a été témoin du 3e décès de ses propres yeux. Cela s'est produit le 29 juillet, près du village de Verkhnebouzinovka. La batterie du lieutenant Makarov, du 748e bataillon, la batterie voisine, la première de leur division, était positionnée à 2 km au sud de celle de Serov. Les Allemands attaquèrent sur un large front, de plusieurs directions à la fois. 9 chars atteignirent le secteur de la batterie de Serov, 12 celui de Makarov. Serov fut témoin de toute la bataille. Makarov prit position dans un ravin peu profond, profitant du couvert naturel. La position était plutôt bonne. Les chars ne pouvaient approcher que d'une seule direction, à travers le champ. La batterie ouvrit le feu lorsque les chars se trouvèrent à 600 mètres. Les premiers tirs manquèrent leur cible. Serov vit des gerbes de terre jaillir près du char de tête. Puis, un impact. Le char se mit à fumer et s'immobilisa. Le second char fut également touché, mais continua d'avancer. Et alors, les Allemands firent ce qu'ils faisaient toujours. Ils s'arrêtèrent. Ils formèrent une ligne et ouvrirent le feu sur les lueurs des canons. Serov vit la position de Makarov se transformer en enfer. Les explosions se succédaient. La poussière et la fumée obscurcissaient le ravin. Lorsque la fumée se dissipa quelques minutes plus tard, seul un des 4 canons tirait encore. Puis, à son tour, le silence retomba. Les chars ont traversé la position de Makarov sans même s'arrêter. La batterie de Serov détruisit 2 chars ce jour-là et déplora un blessé. Serov ne comprenait pas pourquoi sa batterie avait survécu alors que Makarov était mort. La position était-elle pire ? Non, celle de Makarov était meilleure. Les équipages étaient-ils moins préparés ? Non, Makarov était un commandant expérimenté. Ses hommes savaient ce qu'ils faisaient. Était-ce simplement un coup du sort ? Serov n'était pas satisfait de cette explication. Il ne croyait pas à la chance. Il croyait au schéma. La nuit suivant la bataille, il ne put dormir. Allongé dans l'abri, il fixait le plafond en rondin et réfléchissait. Il repassait en revue chaque détail de sa mémoire. Il cherchait une réponse. Au matin, il constata une différence. La batterie de Makarov tira depuis une position fixe. Elle ouvrit le feu et continua de tirer du même endroit jusqu'à sa destruction. À un moment donné de la bataille, la batterie de Serov changea de position. Non pas sur ordre de Serov, le 3e canon était endommagé et Serov ordonna de le replier derrière la colline. Pendant que l'équipage s'affairait à réparer le canon, les chars allemands concentrèrent leurs tirs sur son emplacement initial. Lorsqu'ils constatèrent qu'il était désert, un temps précieux fut perdu. C'était un petit détail, une coïncidence, mais Serov s'en souvenait.
La 4e batterie fut détruite le 5 août. C'était une batterie récente, formée de renforts et de restes d'autres unités. Elle était commandée par un jeune lieutenant, Nikolai Orlov, du même âge que Serov, et lui aussi diplômé des cours accélérés. Orlov était originaire de Saratov. Lui et Serov s'étaient rencontrés une semaine auparavant, au moment de la réorganisation de la division. Ce soir-là, ils étaient assis près du feu, à parler de la vie, de la guerre et de l'avenir. « Quand on gagnera, je retournerai à la fac », a déclaré Orlov. « J'étais en 3e année de médecine, je voulais devenir chirurgien. J'ai une bonne dextérité manuelle. Mon professeur m'a dit « Kolya, tu feras un excellent chirurgien ». Une semaine plus tard, les mains fines et précises de Nikolai Orlov furent brûlées avec le reste de son corps lorsqu'un obus allemand frappa une caisse de munitions située à côté de son fusil. Serov en fut informé le soir même. Un agent de liaison du quartier général de la division apporta l'ordre et au passage transmit l'information. La 4e batterie a été touchée à midi. Nikolai Orlov a été tué, ainsi que 9 autres personnes. 2 canons ont été détruits et 2 autres endommagés qui seront réparés. Serov hocha la tête en silence. Il congédia le messager. Il s'assit sur une caisse de munitions vide et y resta jusqu'à la nuit tombée. Il connaissait Orlov depuis 1 semaine. 1 semaine seulement. Mais cette semaine-là, c'était la guerre, et le temps s'écoule différemment en temps de guerre. Durant cette semaine, Serov en apprit plus sur Orlov que sur beaucoup de gens en des années de paix. Il savait qu'Orlov n'avait pas peur de la mort, mais de ne pas avoir le temps d'accomplir quoi que ce soit dans la vie. Il savait qu'Orlov avait une petite amie nommée Vera à Saratov, et qu'il lui écrivait tous les jours, même quand il n'avait rien à écrire. Il savait qu'Orlov désirait des enfants, beaucoup d'enfants, au moins 4. Désormais, tout cela n'avait plus d'importance. Cette nuit-là, Serov tenta d'abord de formuler le problème qu'il constatait. Le problème ne venait pas des canons de 45 mm. Certes, leur capacité de pénétration était insuffisante face aux nouveaux chars allemands, mais dans la plupart des cas observés par Serov, les batteries étaient détruites non pas par incapacité à percer le blindage, mais parce que les Allemands parvenaient à les repérer et à les détruire avant qu'elles ne puissent infliger des pertes décisives. Le problème ne venait pas du personnel. Les équipages étaient bien entraînés, les commandants étaient suffisamment expérimentés. Chacun faisait correctement son travail. Le problème résidait dans les tactiques elles-mêmes. La doctrine anti-char soviétique de l'époque reposait sur un principe simple. Un canon anti-char est un point de tir qui doit occuper une position avantageuse et détruire les chars ennemis jusqu'à sa propre destruction. C'était une doctrine d'échange. Un canon pour plusieurs chars. Si le rapport de perte est favorable, la tactique est efficace. Mais les Allemands apprirent à minimiser leurs pertes. Ils ne lancèrent plus de raids directs sur les positions anti-chars, comme en 1941. Ils effectuèrent des reconnaissances, repérèrent les positions et les neutralisèrent. 1 ou 2 chars étaient mis hors de combat, et toute la puissance de feu allemande s'abattait alors sur la position exposée. Serov l'avait compris. S'il combattait selon les règles, sa batterie périrait. La seule question était de savoir quand. Non pas si, mais quand. Il ne voulait pas mourir, il voulait gagner. Mais comment peut-on gagner avec 4 canons de 45 mm contre des divisions blindées allemandes? Comment gagner quand chaque tir révèle sa position et que changer de position revient à désobéir aux ordres? Serov y pensait chaque jour, chaque nuit. Entre les batailles, en marche, en attendant des ordres. Il réfléchissait, sans trouver de réponse. Pendant ce temps, le front progressait vers l'est. La 20e armée battait en retraite et la division de Serov avec elle. Derrière eux s'étendaient villes, villages et champs. Derrière eux gisaient les tombes de leurs camarades. À la mi-août, la division se trouvait aux abords de Stalingrad. Serov ignorait encore que c'est là qu'il trouverait sa réponse. La nuit du 17 au 18 août 1942 fut chaude et sans vent. La division était stationnée au 2e échelon, à 15 km des lignes de front, et pour la première fois depuis plusieurs jours, les hommes eurent le temps de se reposer. Serov n'arrivait pas à dormir. La chaleur était insupportable,
alors il quitta l'abri pour prendre l'air. Il s'assit sur le parapet de la tranchée, alluma une cigarette et se mit à contempler le ciel. À l'ouest, bien au-delà de l'horizon, le ciel était zébré d'éclairs par intermittence. Ce n'étaient pas des éclairs, mais un front. Quelque part là-bas, à 15 km de là, une bataille nocturne faisait rage. Un grondement sourd parvint tardivement, comme l'écho d'un orage lointain. Serov resta assis à réfléchir. Il pensa à Makarov, à Kravchenko, à Orlov. Il pensa aux chars allemands qui attaqueraient de nouveau le lendemain ou après-demain. Il pensa à ces 16 hommes, endormis à présent dans l'abri, qui lui confiaient leur vie. Et il pensa aux fourmis. Il était étrange de penser aux fourmis pendant la guerre. Mais Serov ne choisissait pas ses pensées, elles lui venaient d'elles-mêmes. Il se souvenait d'avoir détruit des fourmilières étant enfant, non par cruauté, mais par curiosité. Il voulait observer la réaction des fourmis. Et les fourmis réagissaient toujours de la même manière. Elles se mettaient à courir. Non pas de façon chaotique, mais en suivant des itinéraires précis. Un mouvement circulaire constant et continu se formait autour de la fourmilière détruite. Les fourmis couraient, transportaient des œufs, reconstruisaient les galeries. Elles ne s'arrêtaient jamais. Serov se souvint d'une autre chose. Il se rappela avoir essayé d'attraper une fourmi en particulier, marquée d'une tache blanche faite avec une goutte de peinture. La fourmi se déplaçait si vite et de façon si imprévisible que Serov passa une demi-heure sans parvenir à la capturer. Elle bougeait sans cesse, changeait constamment de direction, se fondant sans cesse dans la masse d'insectes en mouvement. Serov écrasa sa cigarette et se redressa. Le mouvement. Un mouvement constant. C'est ce qui manquait aux batteries anti-chars soviétiques. Elles se positionnaient et y étaient anéanties. Elles étaient des cibles fixes pour les chars et les avions allemands. Et si nous n'étions pas immobiles? Et si nous bougions, comme des fourmis? Serov sortit un crayon et un carnet de sa poche. À la lueur des étoiles, il commença à dessiner un schéma. 4 canons. Chacun peut être déplacé par son équipage. La vitesse de déplacement est d'environ 200 mètres par minute en terrain plat. Le temps de déploiement vers une nouvelle position est de 30 à 40 secondes, temps de tir inclus. Et si les canons tiraient et se déplaçaient? Pas en reculant, mais en se déplaçant, en cercle. Chaque canon tire quelques coups, puis se déplace vers une nouvelle position, tandis que les autres continuent de tirer. Serov dessina des flèches, des points et des arcs. Le schéma obtenu ressemblait à un carrousel, une attraction de parc d'attractions pour enfants qu'il avait vue autrefois, avant la guerre. Carrousel. Il ne s'agissait pas d'un simple mouvement, mais d'un mouvement circulaire continu. Les canons ne reculaient ni n'avançaient. Ils tournaient autour d'un point central, changeant constamment de position et donnant sans cesse l'illusion d'une puissance de feu accrue. Serov se mit à faire les calculs. Si chaque canon tirait 2 ou 3 coups depuis une position fixe, puis se déplaçait de 200 mètres et tirait à nouveau, combien de positions virtuelles cela créerait-il? Si le cycle de déplacement durait 3 minutes et la bataille 20 minutes, chaque canon changerait de position 6 ou 7 fois. 4 canons, 6 positions chacun, cela représente 24 lueurs de bouche à différents endroits. Pour les équipages de chars allemands, cela ressemblerait à 24 canons, et non 4. Et une dernière chose. Les canons de chars allemands étaient précis, mais il leur fallait du temps pour se régler. Le premier tir manquait généralement la cible, le deuxième était plus proche, le troisième touchait. Si le canon bougeait après chaque série de 2 ou 3 tirs, les Allemands devaient recommencer le réglage, sans cesse. Serov sentit son cœur battre la chamade. Ça pourrait marcher. Ça pourrait vraiment marcher. Mais il y avait un problème. 2 problèmes en fait. Premièrement, le règlement interdisait aux batteries anti-chars de changer de position sans autorisation. La position était assignée par le commandement et devait être tenue jusqu'à l'ordre de repli. Tout abandon non autorisé de position était passible de cour martiale. Deuxièmement, la tactique du carrousel exigeait un terrain spécifique. Un champ plat ne convenait pas. Les canons seraient visibles lors de leur déplacement.
Il fallait un terrain accidenté, avec des ravins, des fossés et des collines, capables de dissimuler les canons en mouvement tout en permettant de tirer depuis des positions surélevées. Il leur fallait aussi des hommes capables de courir sous le feu ennemi avec un canon de 500 kg. Pas seulement courir, mais courir sur ordre, en parfaite synchronisation, sans perdre le contrôle ni paniquer. Serov se leva et arpenta le parapet. Des pensées se bousculaient dans sa tête, exigeant d'être libéré. Il comprit qu'il ne pouvait pas simplement appliquer ses tactiques à la prochaine bataille. Une préparation était nécessaire. Un entraînement était nécessaire. Il fallait que les gens comprennent le concept et y croient. Et il fallait une occasion de tester la théorie en pratique. Il restait 4 heures avant l'aube. Serov retourna à l'abri, mais ne s'allongea pas. Il s'assit à la table, alluma la lampe à pétrole et se mit à écrire. Il rédigea des schémas, des calculs et des instructions pour les résoudre. Il écrivit jusqu'à ce que les premiers rayons du soleil pénètrent dans l'abri. Lorsque son adjoint, le sergent-chef Gromov, se réveilla, Serov avait l'air de n'avoir pas fermé l'œil de la nuit. Et pour cause, il n'avait pas dormi de la nuit. « Stepan Yakovlevitch, dit Serov, rassemblez les commandants d'artillerie, je dois leur parler. » Gromov regarda le commandant avec suspicion. « Y a-t-il eu un problème, camarade lieutenant ?»« C'est arrivé, » répondit Serov. « J'ai trouvé le moyen de nous empêcher de mourir. » 2 heures plus tard, Serov était assis dans un abri avec 3 sergents, chefs de pièce. Stepan Gromov, 36 ans, canonnier du premier canon et commandant adjoint de batterie. Ivan Petrovitch Kozlov, 32 ans, chef du deuxième canon, ancien conducteur de tracteur originaire de la région de Tambov. Mikhail Andreevitch Sorokin, 24 ans, chef du troisième canon, militaire de carrière ayant combattu lors de la guerre de Finlande. Et Nikolai Fomitch Karpenko, 29 ans, chef du 4e canon, ancien professeur d'éducation physique originaire de Kharkov. Serov étala ses schémas sur la table et commença à expliquer. Pendant les premières minutes, les sergents écoutèrent en silence. Puis Gromov leva la main. « Camarade lieutenant junior, puis-je vous poser une question ?»« Je vous écoute. »« Vous suggérez qu'on se balade avec un fusil sous le feu des chars ? Ils vont nous tirer dessus pendant qu'on court. » Serov attendait cette question. « Non, Stepan Yakovlevitch, ne courez pas sous le feu ennemi. Déplacez-vous entre les tirs. Pendant que les Allemands concentrent leurs efforts sur votre ancienne position, vous êtes déjà à la nouvelle. Pendant qu'ils font pivoter leur tourelle vers la nouvelle position, vous tirez déjà et vous vous préparez pour le prochain mouvement. »« Et la charte ?» demanda Kozlov. « La charte stipule « Ne renoncez pas à votre position. » Le règlement stipule « Détruire le matériel ennemi et maintenir l'efficacité au combat de l'unité », a répondu Serov. « Je ne suggère pas de battre en retraite, je suggère de manœuvrer. Ce sont 2 choses différentes. » Karpenko, le professeur d'éducation physique, se gratta la tête. « Donc, camarade lieutenant junior, ça veut dire qu'on sera comme des joueurs de football, jamais immobiles, toujours en mouvement ?» Quelque chose comme ça, Nikolai Fomitch, comme les joueurs de football. Sorokin, le plus jeune des sergents après Serov lui-même, resta silencieux. Puis il demanda « Êtes-vous sûr que cela fonctionnera ? Théoriquement, peut-être. Mais en pratique, les gens ne sont pas formés. Courir partout avec une arme à feu, ce n'est pas ce qu'on nous a appris. C'est pourquoi nous allons nous entraîner, a déclaré Serov. Tous les jours, tant que nous sommes au 2e échelon. Je veux que chaque équipage soit capable de déplacer un canon sur 200 mètres en 2 minutes, de le mettre en position de combat en 30 secondes, de tirer 2 coups précis en 1 minute et de le déplacer à nouveau sur 200 mètres. C'est un travail infernal, a déclaré Gromov. Les gens vont hurler. Les gens veulent vivre, répondit Serov. Expliquez-leur que c'est une chance de survivre, pas une garantie, mais une chance. Une meilleure chance que celle que nous avons actuellement. Les sergents échangèrent un regard. Gromov hocha lentement la tête. « D'accord, camarade lieutenant, on va essayer. » « Mais si le commandant de division l'apprend ?»« Le commandant de division sera informé lorsque nous aurons présenté des résultats, » a déclaré Serov. « Pour l'instant, c'est une affaire interne. »
L'entraînement a débuté le jour même. Serov avait raison. Les hommes hurlaient. Faire rouler un canon de 500 kg sur un terrain accidenté sous le soleil d'août était exténuant. À la fin du premier jour, les servants détestaient leur commandant. À la fin du deuxième, ils le détestaient encore plus. Mais à la fin du troisième jour, un événement intéressant se produisit. La première équipe, celle de Gromov, établit un record. 210 mètres en 1 minute et 40 secondes. Gromov, malgré son âge, se montra aussi résistant qu'un bœuf et aussi obstiné qu'une mule. Il menait ses hommes sans pitié, mais lui-même s'arnait aux affûts de canon comme tout le monde. À la fin de la semaine, les 4 équipes avaient atteint les objectifs fixés par Serov. 200 mètres en 2 minutes, déploiement en 40 secondes et 2 tirs par minute. Serov déplaça la batterie sur un terrain vague situé à 3 km de sa position initiale et effectua les premiers exercices selon un schéma en carrousel. Sans munitions réelles, bien sûr, uniquement des mouvements. C'était le chaos. Les équipes étaient désorientées, se heurtaient et perdaient leurs repères. Serov, la voix cassée à force de crier, tentait de coordonner les mouvements de 4 canons. Le soir venu, il comprit qu'il lui fallait un système de signalisation. Des drapeaux le jour, des fusées la nuit. Et un ordre clair. Qui se déplace en premier, qui assure la couverture, qui se déplace où. Le lendemain, il mit au point un système. 4 positions pour chaque canon, disposées en cercle. Ces positions sont marquées par des piquets ou des repères naturels. Chaque canon connaît son itinéraire. Drapeau vert, le premier canon se déplace. Rouge, le deuxième. Blanc, le troisième. Bleu, le quatrième. 2 drapeaux simultanément. 2 canons se déplacent. 3 drapeaux. Tous les canons sauf un. C'était difficile, mais ça a fonctionné. Le 22 août, la batterie de Serov avait mené 7 exercices grandeur nature. Les équipages se déplaçaient avec une précision d'horlogerie, suivant les signaux, sans agitation ni panique. Serov savait que lors d'un véritable combat, tout serait différent, mais ils avaient posé les bases. Il restait à mettre cette théorie à l'épreuve sur le champ de bataille. L'épreuve est arrivée plus tôt qu'il ne l'avait prévu. Le 23 août 1942 débuta l'une des campagnes de bombardement les plus terribles de l'histoire de la guerre. La Luftwaffe s'abattit sur Stalingrad. En une seule journée, elle effectua plus de 2000 sorties aériennes. La ville fut transformée en un véritable enfer. Mais cela se passait à Stalingrad même. Et aux abords de la ville, le même jour, le 14e corps blindé de la Wehrmacht, sous le commandement du général Gustav von Wittersheim, lançait une percée vers la Volga. La 748e division indépendante de chasseurs anti-chars se retrouva sur le chemin de cette percée. À 7 heures du matin, Serov reçut l'ordre d'avancer vers la ligne de défense près du point 5 de la colline 112 et de bloquer la route menant à la ferme d'État de Kotlouban. L'ennemi devait atteindre la ligne entre midi et 14 heures. Serov déplia la carte et sentit son cœur se serrer, soit de peur, soit d'excitation. Le point 5 de la colline 112 était une position idéale pour sa tactique de carrousel. Des pentes douces, plusieurs ravins et une petite forêt sur le versant ouest permettaient d'aménager jusqu'à 6 positions pour chaque canon, dissimulées au regard les unes des autres. S'il y avait un endroit où son idée pouvait être mise à l'épreuve, c'était bien ici. « Batterie, en marche !» ordonna Serov. 3 heures plus tard, les canons étaient en place. Serov inspecta personnellement chaque point, vérifiant les angles de tir et s'assurant que les voies d'accès étaient praticables. À 11h30, un observateur est arrivé en courant du versant ouest. « Camarade lieutenant junior, des chars, plein de chars. Ils viennent de la ferme d'État d'Octobre Rouge et se dirigent vers nous. » Serov leva ses jumelles. À l'horizon, à 4 km de là, il aperçut un nuage de poussière. Des chars, des tas de chars. Il commença à compter. Il perdit le compte. Il recommença. 47 véhicules. 47 chars allemands fonçaient droit sur sa position. 4 chars de calibre 45 contre 47 chars. Le rapport est presque de 1 contre 12. Selon tous les calculs, selon toutes les lois de la guerre, la batterie de Serov était hors service.
Il ne le savait tout simplement pas encore. Serov baissa ses jumelles et observa ses hommes. 16 hommes. 16 vies dont il était responsable. Il pouvait donner l'ordre conformément au règlement. Prenez position, ouvrez le feu, mourrez. Ou il pourrait essayer. Batterie, écoutez mes ordres, dit Serov d'une voix égale et calme. Nous opérons en formation carrousel. Premier canon, position 1. Deuxième, position 3. Troisième, position 2. Quatrième, position 4. Ouvrez le feu à mon signal, à une distance de 400 mètres. Après 3 coups, reculez au signal. Tout le monde est prêt ? Les sergents échangèrent un regard. Gromov acquiesça. Bien compris, camarade lieutenant. Alors rejoignez vos positions. Et souvenez-vous, nous nous sommes entraînés. Nous sommes prêts. Nous survivrons. Les équipages se dispersèrent vers leurs positions. Serov resta au poste de commandement, une petite butte entre la 2e et la 3e position, d'où l'on pouvait voir tous les canons. Les chars approchaient. À 14h08, le char de tête de la colonne allemande apparut dans le champ de vision. Il s'agissait d'un Panzer IV équipé d'un canon de 75 mm à long tube, la variante F2, la plus dangereuse que Serov ait jamais vue. Les chars se déployèrent en formation de combat. Les Panzer III légers ouvraient la marche, suivis des Panzer IV moyens. Serov compta 8 Panzer IV et soupçonna la présence de Tigre à l'arrière, bien qu'il fût impossible d'en mettre certains à cette distance. Les Allemands progressaient efficacement, dispersés, avec des intervalles de 50 à 70 mètres entre les véhicules. Cela rendait l'engagement difficile. Même si un char était mis hors de combat, les autres n'étaient pas exposés aux mêmes tirs. Serov regarda sa montre. Attends jusqu'à 400 mètres. Le temps s'écoulait avec une lenteur insupportable. Serov entendait le rugissement des moteurs, le cliquetis des chenilles. Il vit les chars de tête traverser un petit ravin à 600 mètres de leur position. 450 mètres, 420, 400. Serov a hissé le drapeau vert, puis l'a brusquement abaissé. Le premier canon de Gromov cracha des flammes. L'obus frappa la tourelle du Panzer III de tête. Le char trembla et une épaisse fumée s'échappa de la trappe. Une seconde plus tard, les canons restants ouvrirent le feu. La première salve, 4 coups, a touché sa cible à 2 reprises. Un Panzer III a pris feu, le second s'est immobilisé, une chenille brisée. Les chars allemands commencèrent à ralentir. Leurs tourelles pivotèrent à la recherche de cibles. « Premier, 3e coup !» cria Serov en levant les drapeaux verts et blancs. Les hommes de Gromov et Sorokin s'emparèrent des affûts et traînèrent les canons le long de la pente jusque dans le ravin. Les 2 canons restants continuèrent à tirer. Les Allemands ripostèrent. Des obus commencèrent à exploser aux emplacements des 1er et 3e canons, des emplacements où il ne restait plus aucun canon. Serov comptait les secondes. 45, 50, 55. Le premier canon se déplaça vers une nouvelle position, pivota et ouvrit le feu. 5 secondes plus tard, le 3e canon fit de même. Les tirs provenaient désormais de plusieurs directions. Les artilleurs allemands durent réorienter leurs canons. 2e, 4e, coup ! Et une fois de plus, les canons se mirent à couvert et les obus explosèrent là où ils se trouvaient quelques instants auparavant. C'était comme une danse mortelle, terrifiante, où chaque pas pouvait être le dernier. Des armes apparaissaient, tiraient, disparaissaient. Elles réapparaissaient ailleurs, tiraient de nouveau, disparaissaient encore. Après 10 minutes de combat, Serov réalisa que le plan fonctionnait. Les Allemands avaient déjà perdu 6 chars. 4 étaient en feu, 2 étaient immobilisés, les chenilles brisées. Mais surtout, ils s'étaient arrêtés. Toute la colonne de chars s'immobilisa à 350 mètres de la position de la batterie et tira sans discernement sur toute la pente de la colline. Ils ne se rendaient pas compte du nombre d'armes qui tiraient sur eux. Ils ont aperçu des lueurs de tir à 6, 7, 8 endroits différents. Ils ont tiré à ces endroits, mais les armes avaient disparu. Serov entendait des transmissions radio allemandes grésiller dans ses écouteurs.
Il ne comprenait pas l'allemand, mais le ton des voix parlait de lui-même. Confusion, colère et panique grandissante. À 14h23, le commandant allemand décida de battre en retraite. Les chars commencèrent à reculer lentement, se couvrant mutuellement de tirs. Serov ne poursuivit pas l'attaque. Ses canons continuèrent de tirer sur les chars en retraite, mais avec moins d'intensité. L'essentiel était fait. L'attaque avait été repoussée. Lorsque le dernier char allemand disparut à l'horizon, Serov regarda sa montre. 14h41. La bataille avait duré 33 minutes. Il descendit du poste de commandement et fit le tour des positions. Les 4 canons sont intacts. Aucune personne n'a été tuée. 2 personnes ont été légèrement blessées par des éclats d'obus provenant d'explosions survenues à proximité. 2 blessés contre 15 chars détruits ou endommagés. Gromov était assis sur l'affût de son canon, s'essuyant le visage noirci par la suie de la poudre avec un chiffon. Apercevant le commandant, il se leva. « Camarade lieutenant junior, ceci était... » Il resta sans voix. Il tendit simplement la main et serra fermement celle de Serov. « C'était le début, Stepan Yakovlevitch, » dit Serov. « Uniquement le début. » Le soir du 23 août, alors que le soleil se couchait derrière les collines calcinées, Serov, assis sur une caisse d'obus vide, rédigea un rapport. Un rapport étrange. Il ne savait comment décrire les événements sans admettre avoir enfreint le règlement. Finalement, il écrivit simplement « La batterie a mené un combat de mouvement, changeant constamment de position de tir. 11 chars ennemis ont été détruits, 4 endommagés. Perte de la batterie, 2 blessés légers. Les canons et l'équipement sont opérationnels. » Il relut ce qu'il avait écrit et trouva que le style était trop aride pour ce qu'ils avaient vécu. Mais les rapports de guerre ne sont pas censés être de la poésie. L'agent de liaison prit le rapport et partit au galop vers le quartier général de la division. Serov resta sur place pour attendre. La réaction du commandement fut plus rapide qu'il ne l'avait prévu. À 12h40, le commandant de division, le major Pavel Ivanovitch Gretchko, arriva à la position de la batterie. Âgé de 43 ans, il avait combattu pendant la guerre civile, la bataille de Khalkhin-Gol et la guerre de Finlande, et possédait une expérience du combat supérieure à celle de toute la batterie Serov réunie. Gretchko sortit de la Willis, épousseta sa tunique et s'approcha de Serov, qui se tenait au garde-à-vous. « Au repos, lieutenant, » dit le major. « Montrez-moi ce que vous avez là. » Serov passa les 2 heures suivantes à faire visiter les positions au commandant, lui expliquant le plan de bataille. Il lui montra les itinéraires des canons, les points de tir et les zones d'impact des obus allemands. Gretchko écouta en silence, hochant parfois la tête, parfois fronçant les sourcils. Lorsque Serov eut terminé, le major resta longtemps debout au sommet de la colline, regardant vers l'ouest, où brûlaient les épaves de chars allemands. « Quel âge as-tu, Serov » demanda-t-il finalement. « 19, camarade major. »« 19 ans, » répéta Gretchko. « À 19 ans, je taillais les blancs au sabre à Tsaritsine. Je ne pensais pas à la tactique, je taillais sans relâche. Et vous, à 19 ans, vous avez trouvé une idée à laquelle les généraux n'avaient pas pensé. » Il marqua une pause, puis se tourna vers Serov. « Conformément au règlement, je suis tenu de vous traduire en cour martiale. Quitter votre poste pendant un combat sans autorisation est passible de la peine de mort. Comprenez-vous cela ? » « Je comprends, camarade major. Mais je ne le ferai pas. Sais-tu pourquoi ? » « Pas du tout, camarade major. » Gretchko sourit. « Parce que j'ai perdu 3 batteries le mois dernier. 92 hommes, 12 canons. Et vous, 4 canons contre 47 chars, et pas une seule victime. Pas une seule, vous comprenez ? Vous avez sauvé 16 vies, et détruit plus de chars que les 3 batteries perdues réunies. » Le commandant sortit une cigarette de sa poche et l'alluma. « J'écrirai au quartier général de l'armée, je leur dirai ce que vous avez fait, qu'ils décident de vous exécuter ou de vous récompenser. Mais je sais ce qu'ils décideront, parce qu'ils ont besoin de chars, pas de cadavres. »
Serov resta silencieux. Il ne savait pas quoi dire. « Maintenant, poursuivit Grechko, racontez-moi tout depuis le début, dans les moindres détails. Comment vous en êtes arrivé là? Comment vous avez formé les gens? Comment vous avez choisi leur poste? Absolument tout. » Et Serov prit la parole. Il parla pendant 2 heures. Des fourmis, des camarades tombés au combat, des nuits blanches, des calculs dans un carnet. Grechko écouta sans l'interrompre, et quand Serov eut fini, il dit « Alors, des fourmis. Eh bien, des fourmis. » Il écrasa sa cigarette et se leva. « Demain, des officiers du quartier général de l'armée viendront vous voir. Vous leur montrerez la même chose qu'à moi. Et préparez-vous à ce qu'ils veuillent voir votre carrousel en action. » Le 25 août, à 9h du matin, des officiers du quartier général de la 62e armée arrivèrent. Il y en avait 3. Le lieutenant-colonel Viktor Semyonovitch Ryabov du département des opérations, le capitaine Andrei Nikolaevitch Voloshin de la direction de l'artillerie et l'instructeur politique principal Dimitri Alexeevitch Zotov. Serov s'attendait à un interrogatoire, mais trouva à la place des interlocuteurs attentifs. Ryabov posa des questions techniques, temps de déplacement, distance et système de signalisation. Voloshin s'enquit de la consommation de munitions et de l'usure du matériel. Zotov garda le silence, prenant des notes dans un carnet. Après 3 heures de conversation, Ryabov a déclaré « Lieutenant, nous avons reçu des ordres du commandant de l'armée. Vous devez faire la démonstration de vos tactiques lors d'un exercice de combat simulé. Nous vous assignerons un secteur de terrain et des cibles simulant des chars. Vous devrez démontrer leur efficacité. Si les résultats sont conformes à votre description, le commandement envisagera de partager votre expérience. » « Quand, camarade lieutenant-colonel ? » ?»« Aujourd'hui, dans 3 heures. » C'était inattendu. Serov pensait avoir le temps de se préparer, de faire quelques séances d'entraînement supplémentaires. Mais il n'avait pas le choix. « Oui, camarade lieutenant-colonel. » Le terrain d'entraînement se situait à 4 km des positions de la batterie. Les ingénieurs y installèrent 20 maquettes de chars en bois et tracèrent les itinéraires d'attaque. Des officiers du quartier général occupaient un poste d'observation sur une colline. Serov a construit une batterie et a expliqué le problème. « Nous allons travailler comme si nous étions en pleine bataille. Les chars se déplaceront, ils seront tirés par des câbles depuis des camions situés derrière la colline. Notre objectif est de toucher le plus de cibles possible tout en préservant l'artillerie. Des questions ? » Il n'y a pas eu de questions. À 15 heures, les exercices commencèrent. Les chars factices avancèrent, plus lentement que les vrais chars, mais la direction et l'ordre d'attaque étaient réalistes. Serov ordonna d'ouvrir le feu à 400 mètres. Les canons tonnèrent. La première salve fit mouche à 2 reprises. Les mannequins touchés par les obus s'écroulèrent. Ils avaient été conçus précisément pour cela. Premier, troisième, coup! Les équipes ont soulevé les canons et se sont mises en mouvement. Serov chronométrait le temps. 42 secondes, le premier canon était en place. 47 secondes, le troisième. Le combat dura 20 minutes. À la fin de l'exercice, la batterie avait détruit 16 des 20 maquettes. Aucun canon ne fut détruit. Les observateurs enregistrèrent les impacts des tirs de riposte et tous tombèrent sur des positions vides. Lorsque Serov monta au poste d'observation, les officiers du quartier général délibéraient discrètement. Ryabov se tourna vers lui. « Impressionnant, lieutenant. Très impressionnant. J'ai une question. Pourquoi personne n'y a-t-il pensé avant ?» Serov y réfléchit. « Je le crois, camarade lieutenant-colonel, car cela contredit tout ce qu'on nous a appris. On nous a appris qu'un canon anti-char est un poste de tir fixe. Un poste fixe. Nous sommes censés rester debout et tirer jusqu'à notre mort. Mais je suggère que nous bougions. C'est illogique, du point de vue réglementaire. Mais d'un point de vue de survie, c'est logique, a déclaré Voloshin. Oui, camarade capitaine, c'est logique du point de vue de la survie, et d'un point de vue mathématique.
4 cibles mobiles sont plus difficiles à atteindre que 4 cibles immobiles. Ryabov acquiesça. Très bien. Nous allons faire notre rapport au commandant de l'armée. Attendez sa décision. La décision est tombée 2 jours plus tard. Le 27 août, Serov reçut l'ordre de se présenter au quartier général de l'armée pour un rapport personnel au commandant. Ses 4 chefs d'artillerie devaient l'accompagner. Le quartier général de la 62e armée était installé dans le sous-sol d'une usine détruite, à la périphérie de Stalingrad. La ville était déjà en flammes. L'aviation allemande n'avait pas cessé ses bombardements et le ciel au-dessus de Stalingrad était noir de fumée. Serov et ses sergents descendirent au sous-sol et se retrouvèrent dans un autre monde. Ici, le travail battait son plein. Des officiers penchaient sur des cartes, des téléphones sonnaient, des signaleurs criaient des coordonnées. La guerre ici n'était pas le grondement des obus, mais des chiffres, des mains et des ordres. Ils furent conduits dans une pièce séparée, où un homme en uniforme de général était assis à une table. Serov le reconnut sur des photographies. Il s'agissait du lieutenant-général Vassili Ivanovitch Tchouikov, commandant de la 62e armée. Tchouikov avait 42 ans. Il paraissait fatigué. Des cernes sous les yeux, le teint gris, un regard terne. Mais lorsqu'il leva les yeux vers les hommes qui entraient, Serov perçut en eux quelque chose qui le fit se redresser involontairement. « Alors c'est vous, le lieutenant avec le carrousel » dit Tchouikov d'une voix rauque et basse. « Asseyez-vous, dites-moi. » Serov, assis au bord de sa chaise, commença son récit. Il parla brièvement et sans détour. Il savait que le commandant de l'armée n'avait pas de temps à perdre avec les détails. Tchouikov écoutait sans l'interrompre, se contentant d'acquiescer de temps à autre. Lorsque Serov eut terminé, le général resta silencieux un instant. Puis il demanda « Combien de chars avez-vous détruits le 23 ?»« 11 détruits, 4 endommagés, camarade lieutenant-général. »« Et les pertes ?»« 2 blessés légers. Aucune arme ni aucun équipement n'ont été perdus. » Tchouikov secoua la tête. « J'ai perdu 240 canons anti-chars la semaine dernière. 240. Et savez-vous combien de chars ils ont détruits ? À peu près autant. 250 contre 270. 1 pour 1. Et vous, 4 canons contre 15 chars. Presque 4 pour 1. Il se leva et se dirigea vers la carte accrochée au mur. « Lieutenant, vous comprenez ce qui se passe ? Nous reculons. Nous reculons chaque jour. Nous manquons de chars, d'avions, de tout. Les seuls éléments en abondance sont les hommes et les canons anti-chars. Mais les hommes meurent et les canons sont détruits. Si cela continue, d'ici 1 mois, il n'y aura plus personne pour nous défendre, ni rien pour nous défendre. » Tchouikov se tourna vers Serov. « J'ai besoin que vos tactiques fonctionnent non seulement dans une seule batterie, mais dans toute l'armée. Vous comprenez ? Dans toute l'armée. »« Oui, monsieur, camarade lieutenant-général. Mais cela prend du temps pour l'entraînement, pour les exercices, et nous n'avons pas de temps. Les Allemands seront là dans 1 semaine, peut-être même avant. » Tchouikov resta silencieux un instant, puis prit une décision. « Voici ce que nous allons faire. Vous serez promu lieutenant-colonel et nommé commandant d'un groupe d'entraînement au sein de la direction de l'artillerie de l'armée. Votre mission sera de former le plus grand nombre possible de batteries anti-chars à la tactique du carrousel. Vous commencerez par les officiers, commandants de batterie et de division. Ensuite, ils formeront leurs hommes. Compris ? Oui, monsieur, camarade lieutenant-général. Puis-je vous poser une question ? Demandez. Et ma batterie, mon peuple ? Tchouikov regarda les sergents assis derrière Serov. Vos gens vous accompagneront. Ils seront vos instructeurs. Qui mieux qu'eux pour vous montrer comment ça marche ? Gromov, Kozlov, Sorokin et Karpenko échangèrent un regard. Serov y perçut un mélange de fierté et d'inquiétude. C'étaient des soldats, pas des professeurs. Mais les ordres étaient les ordres. « Merci de votre confiance, camarade lieutenant-général », a déclaré Serov. « Ne me remerciez pas. Au travail. Vous avez 1 semaine pour préparer le premier groupe.
Ensuite, il y aura les combats en ville. Et c'est là que votre carrousel sera plus que jamais nécessaire. Les 7 jours suivants furent les plus intenses de la vie de Serov. Il dormait 3 à 4 heures par jour, passant le reste de son temps au terrain d'entraînement. Le premier groupe était composé de 12 officiers, commandants de batteries anti-chars issus de différentes divisions de l'armée. Il s'agissait d'hommes d'âge et d'expérience variés, du jeune lieutenant Alexei Novikov, 22 ans, tout juste sorti de l'académie, au capitaine Grigori Pavlovitch Medvedev, 48 ans, vétéran de 3 guerres. Medvedev était initialement sceptique envers Serov. Lorsque le jeune lieutenant de 19 ans commença à expliquer les bases de la tactique du carrousel, le capitaine alluma ostensiblement une cigarette et déclara « Jeune homme, je combats depuis 1915. J'ai vu la cavalerie charger sous le feu des mitrailleuses et les chars écraser des tranchées. J'ai été formé par les meilleurs artilleurs de l'armée tsariste. Et vous osez me dire que j'ai mal combattu toute ma vie ?» Serov n'était pas gêné. Il s'attendait à cette question. « Pas du tout, camarade capitaine. Vous avez bien combattu, pour l'époque. Mais la guerre évolue. Les chars allemands de 1942 ne sont pas les mêmes que ceux de 1920. Ils sont plus rapides, plus précis, mieux blindés. Et les tactiques doivent évoluer en conséquence. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Temps de réaction, camarade capitaine. En 1920, un char avait besoin de plusieurs minutes pour localiser un canon, le viser et tirer. Aujourd'hui, ce n'est qu'une question de secondes, 30 à 40 secondes. Si nous restons immobiles, nous serons détruits en 30 à 40 secondes. Si nous bougeons, nous avons une chance. Medvedev tira une bouffée de sa cigarette et expira la fumée. D'accord. Mais comment peut-on se déplacer avec une arme de 500 kilos sous le feu ennemi ? Les gens ne sont pas faits de fer. Puis-je vous faire une démonstration, camarade capitaine ? Poursuivre. Serov fit un signe de tête à Gromov. Il siffla, et la première équipe de la batterie mit le canon en position. « Chronométrez-vous » a dit Serov. Gromov donna l'ordre à voix haute. Les 4 hommes de l'équipe s'agrippèrent aux sangles et firent rouler le canon le long de la pente. 1 minute et 38 secondes plus tard, le canon atteignit sa nouvelle position, à 200 mètres de son emplacement initial. 35 secondes plus tard, il était déployé et prêt à faire feu. 2 minutes et 13 secondes, annonça Serov. C'est le temps moyen pour un équipage entraîné. Un char allemand a besoin d'environ le même temps pour réorienter son canon et effectuer un tir de réglage. Si nous avançons, nous gagnons du temps. Medvedev resta silencieux. Puis il écrasa sa cigarette et dit « D'accord, lieutenant-colonel, vous m'avez convaincu. Continuez à me le montrer. » À la fin de la semaine, les 12 agents maîtrisaient les bases de la tactique du carrousel. Ils n'étaient pas des experts, cela exigeait des mois d'entraînement, mais ils en comprenaient le principe. Et surtout, ils étaient convaincus de son efficacité. Le 5 septembre, Serov fit son rapport au commandant de l'armée concernant la fin du premier cycle d'entraînement. Tchouikov écouta le rapport et déclara « Bien, voici une nouvelle mission. Les Allemands entrent dans la ville. Il y aura des combats de rue. » Comment votre carrousel se comporte-t-il en milieu urbain ? Serov a répondu honnêtement. Je ne sais pas, camarade lieutenant-général. La ville présente des caractéristiques différentes. Rues étroites, bâtiments, ruines. Nous devons adapter nos tactiques. Eh bien, allez-y, adaptez-le, vous avez 3 jours. Le combat urbain est une guerre d'une toute autre nature. Serov s'en est rendu compte dès sa première visite dans les rues de Stalingrad, qui, 1 semaine auparavant encore, étaient des zones résidentielles. Les bâtiments étaient dévastés par les bombardements. Les rues étaient jonchées de décombres. La visibilité était de 10 à 100 mètres, pas plus. L'espace pour manœuvrer était extrêmement réduit. La stratégie classique du carrousel s'avérait inefficace. Le canon ne pouvait pas se déplacer en cercle. Les rues étaient rectilignes et perpendiculaires les unes aux autres. Les distances étaient trop courtes pour un combat prolongé. Un char pouvait surgir d'un coin de rue à 50 mètres et tirer à bout portant sur le canon. Serov passa 2 jours à étudier les ruines et à réfléchir. Le 3e jour, il trouva une solution.
Il l'a appelé le carrousel linéaire. Le principe restait le même, les canons changeaient constamment de position, empêchant l'ennemi de se repérer. Mais au lieu de se déplacer en cercle, ils avançaient en ligne, d'avant en arrière le long de la rue. Un canon prenait position à un carrefour, tirait, puis se repliait au coin de la rue. Un autre sortait d'une ruelle, tirait, puis se repliait. Un troisième surgissait d'une brèche dans le mur. Les positions préparées à l'avance constituaient un élément clé. Dans chaque pâté de maison défendu par la batterie, les sapeurs aménageaient 6 à 8 points de tir. Il s'agissait notamment de brèches dans les murs, de zones dégagées de décombres et de caves fortifiées. Le canon pouvait ainsi se déplacer rapidement entre ces points en utilisant les bâtiments comme abri. Une autre innovation concernait l'interaction avec l'infanterie. En combat urbain, les fantassins jouaient le rôle d'observateurs. Ils surveillaient l'approche des chars et alertaient les servants d'artillerie. Cela leur donnait de précieuses secondes pour se préparer. Le 10 septembre, Serov présenta le carrousel linéaire au commandement. La démonstration eut lieu dans un quartier en ruine à la périphérie de l'usine Krasny Oktyaber. 2 canons repoussèrent une attaque simulée menée par 3 chars, des camions transportant des maquettes en bois sur des plateaux. Le résultat a dépassé toutes les attentes. En 8 minutes de combat, les canons ont changé de position 14 fois, ont touché les 3 chars et n'ont subi aucun impact simulé. Tchouikov, qui a observé les exercices, a déclaré « Serov, tu es soit un génie, soit un fou. Peut-être les deux. Mais ça marche. Mets-le en œuvre. » Le 12 septembre 1942, la bataille pour le centre de Stalingrad commença. Les troupes allemandes, l'infanterie appuyée par des chars, attaquèrent sur tout le front. La batterie de Serov, non plus une batterie d'entraînement mais une batterie de combat, prit des positions défensives aux abords de la place du 9 janvier. 4 canons de 145 mm, 16 hommes, 3 pâtés de maison. La première attaque commença à 6h40 du matin. 8 chars allemands, 4 Panzer III et 4 Panzer IV, descendirent la rue Respublikanskaya en direction de la place. Serov se trouvait à un poste d'observation aménagé dans une pharmacie en ruine. Il vit des chars progresser lentement à travers les décombres et des fantassins en uniforme gris-vert se faufiler le long des murs. « Premier canon, position B », ordonna-t-il au téléphone. « Feu sur le char de tête. Après 3 tirs, repliez-vous sur la position G. » Le canon de Gromov roula hors d'une brèche dans le mur d'un immeuble à l'angle des rues Respublikanskaya et Kommunisticheskaya. 3 coups, 2 impacts. Le Panzer III de tête s'immobilisa, fumant. Les chars allemands ripostèrent. Les obus frappèrent le mur où se trouvait le canon. Mais Gromov était déjà en train de faire rouler le canon de 45 mm vers la cour par une brèche dans le mur opposé. « Deuxième canon, position B !» Kozlov ouvrit le feu depuis une ruelle. Un autre char, un Panzer IV cette fois, fut touché au châssis et fit un tête-à-queue. La bataille dura 40 minutes. Les Allemands perdirent 5 de leurs 8 chars. Les 3 autres battirent en retraite. La batterie de Serov subit des pertes. Un canon fut endommagé mais réparable. Un homme fut tué. Le chargeur du second canon, le soldat de l'armée rouge Fyodor Lukin, 23 ans, originaire de Ryazan. Un éclat d'obus allemand l'atteignit à la gorge alors qu'il courait entre 2 positions. Serov se tenait au-dessus du corps de Lukin et sentit une angoisse le gagner. C'était le premier décès dans sa batterie depuis le 23 août. Presque 3 semaines sans perte. Et voilà que ça arrivait. Gromov s'approcha et posa la main sur l'épaule du commandant. « Camarade lieutenant-colonel, Fyodor savait dans quoi il s'embarquait. Nous savons tous. »« Je sais, » a dit Serov, « mais ça ne rend pas les choses plus faciles. » Il ordonna que Lukin soit enterré dans la cour de la maison où il était mort. La tombe était marquée d'une croix en bois portant l'inscription gravée à la baïonnette « Soldat de l'armée rouge, F.S. Lukin, 1919 à 1942. Mort pour la patrie. » 2 heures plus tard, les Allemands attaquèrent de nouveau. Fin septembre 1942, la tactique du carrousel était déjà employée dans 12 batteries anti-chars de la 62e armée.
Serov forma personnellement plus de 40 officiers qui, à leur tour, transmirent ce savoir à leurs subordonnés. Les résultats étaient impressionnants. Selon l'état-major de l'armée, le ratio de pertes dans les unités anti-chars employant la tactique du carrousel était de 1 pour 4. Une arme perdue pour 4 chars ennemis détruits. Dans les unités combattant selon les anciennes tactiques, ce ratio était de 1 pour 1, voire pire. Mais le plus important était la survie des équipages. Dans les batteries à rotation, les pertes humaines étaient 3 à 4 fois inférieures à celles des batteries conventionnelles. Les hommes survivaient, acquéraient de l'expérience et devenaient de meilleurs soldats. Le 1er octobre, Serov fut promu capitaine. Il avait 19 ans et 4 mois, ce qui faisait de lui l'un des plus jeunes capitaines de l'armée rouge à l'époque. Ce grade s'accompagnait d'une nouvelle fonction, chef du groupe tactique au quartier général de l'artillerie du front de Stalingrad. Serov était désormais chargé de mettre en œuvre la tactique du carrousel, non seulement au sein d'une seule armée, mais sur l'ensemble du front. Cela impliquait un travail colossal. Le front de Stalingrad s'étendait sur des centaines de kilomètres. Il y avait des dizaines de batteries et de divisions anti-chars. Chacune devait être entraînée, chacune testée. Serov a constitué une équipe d'instructeurs parmi les vétérans de sa batterie et les meilleurs diplômés de première année. Gromov, promu sergent-major, est devenu son bras droit. Kozlov, Sorokin et Karpenko ont dirigé les groupes d'entraînement. Ils ont mis au point un programme de formation standard, 5 jours de théorie et de pratique. Le premier jour était consacré à l'explication des principes et à des démonstrations. Les deuxième et troisième jours étaient dédiés aux exercices de maniement des armes. Le quatrième jour était consacré à la pratique des systèmes de transmission et de la coordination. Le cinquième jour, un combat simulé contre un ennemi fictif était mis en scène. Le programme était rigoureux mais efficace. À la mi-octobre, plus de 150 officiers et sergents l'avaient suivi avec succès. Le 15 octobre, un événement s'est produit qui a tout changé. Ce jour-là, Serov reçut une convocation au quartier général du front, non pas de l'armée, mais du front. Il fut reçu personnellement par le commandant, le colonel général Andrei Ivanovitch Eremenko. Eremenko était une légende. Il commanda les lignes de front dès le début de la guerre, fut blessé, repris du service, fut de nouveau blessé, puis repris du service. On disait qu'il ne craignait ni Dieu, ni le diable, ni Staline lui-même. Lorsque Serov entra dans son bureau, Eremenko était assis à un bureau jonché de cartes et de rapports. Il leva la tête, jeta un coup d'œil au jeune capitaine et dit « Asseyez-vous, faites votre rapport ». Serov a présenté un rapport sur les résultats de la mise en œuvre de la tactique du carrousel. Il a fourni des chiffres, des statistiques et des exemples de bataille. Eremenko écoutait sans l'interrompre. Lorsque Serov eut terminé, le général demanda « Êtes-vous au courant qu'une contre-offensive est en préparation ?» Serov le savait. Tout le monde le savait, même si ce n'était pas un sujet de conversation officielle. Le regroupement des troupes, l'arrivée des réserves, le changement d'ambiance au quartier général, tout laissait présager quelque chose d'important. « Oui, monsieur, camarade colonel général. » « Très bien, alors écoutez attentivement. Lors de la contre-offensive, l'artillerie anti-char jouera un rôle crucial. Non pas en défense, mais en attaque. Nous percerons les lignes allemandes et les Allemands nous enverront des réserves de chars. Notre mission est de les stopper, comprenez-vous ? Je comprends, camarade colonel général. Votre tactique du carrousel est conçue pour la défense. Pouvez-vous l'adapter à l'attaque ? Serov marqua une pause. Une offensive, c'est une autre histoire. On ne choisit pas ses positions, c'est l'ennemi qui décide. Le terrain est inconnu, la reconnaissance est incomplète et il n'y a pas de temps pour se préparer. C'est possible, camarade colonel général, mais cela nécessitera des modifications. Le principe de base, le mouvement et le changement de position restera le même. Mais le système doit être plus flexible, plus improvisateur. Expliquez. En défense, nous choisissons nos positions et nos itinéraires à l'avance. C'est impossible en offensive. Nous ne connaissons pas le terrain. Par conséquent, les chefs d'équipage doivent être capables de choisir leur position de manière autonome et rapide.
Ils doivent réfléchir et non se contenter d'obéir aux ordres. Eremenko a ri. Penser comme des sergents, ça sonne bien. Qu'en est-il en pratique? Concrètement, nous avons besoin de plus de formation et d'une approche différente pour la sélection du personnel. Tout le monde n'est pas capable de garder son sang-froid sous pression. Nous avons besoin de ceux qui en sont capables. De combien de temps avez-vous besoin? Serov fit ses calculs dans sa tête. 3 semaines, camarade colonel général, pour préparer les instructeurs à la version offensive et entraîner les premières unités. Eremenko secoua la tête. Vous avez 2 semaines. La contre-offensive débutera le 19 novembre. C'est un secret d'État. Toute divulgation sera passible de la mort. Mais vous devez le savoir pour arriver à temps. Bien compris, camarade colonel général. J'y arriverai. Serov travailla sans relâche pendant les 2 semaines suivantes. Il mit au point une version offensive de la tactique du carrousel qu'il appela barrière anti-char mobile. Le principe était le suivant. Les batteries anti-chars se déplaçaient aux côtés des troupes en progression, non pas en première ligne, mais sur les flancs. Lorsque les réserves de chars allemands tentaient une contre-attaque, les batteries se déployaient rapidement, créaient un barrage en forme de carrousel sur le passage des chars, détruisaient ou repoussaient l'attaque, puis se repliaient pour poursuivre l'avancée. La rapidité de déploiement était essentielle. En défense, une batterie disposait de plusieurs heures pour se positionner. En attaque, elle n'avait que quelques minutes. Serov mit au point un système de déploiement express. Les canons ne s'enfouissaient pas et ne se camouflaient pas, mais prenaient simplement position derrière des abris naturels, collines, ravins et murs de bâtiments. Ils tiraient, se déplaçaient, puis tiraient à nouveau. Cette tactique était plus risquée que l'attaque classique en carrousel. Sans tranchée ni camouflage, les canons étaient plus vulnérables. Mais dans le cadre de cette offensive, il n'y avait pas d'autre solution. Serov organisa 4 séances d'entraînement pour les officiers et les sous-officiers des unités devant participer à la contre-offensive. Il expliqua, fit des démonstrations et leur fit répéter inlassablement. Le 17 novembre, 42 batteries anti-chars étaient prêtes à employer la tactique de l'écran mobile. Le 19 novembre 1942 débuta l'opération Uranus, la contre-offensive soviétique à Stalingrad. Serov ne participa pas au premier jour de la contre-offensive. Il était au quartier général, où il coordonnait les actions des batteries tournantes et recueillait des informations sur les résultats. Les informations reçues étaient encourageantes. Le 20 novembre, le 251e bataillon indépendant de chasseurs de chars, entraîné selon la méthode Serov, repoussa une contre-attaque d'un groupe de chars allemands près du village de Serafimovitch. 12 chars allemands affrontèrent 8 canons soviétiques. Bilan, 7 chars allemands détruits, 2 endommagés. Perte de la division, 1 canon hors de combat, 3 blessés. Le 21 novembre, la 44e brigade anti-chars empêcha la division blindée SS Viking de percer près du village d'Abganerovo. Le combat dura 4 heures. Les Allemands perdirent 23 chars et battirent en retraite. Le 23 novembre, l'encerclement des forces allemandes à Stalingrad se resserra. 330 000 soldats de la Wehrmacht se retrouvèrent piégés. Serov suivait les rapports et éprouvait une étrange sensation, un mélange de fierté et de vide. Ses tactiques fonctionnaient, ses idées sauvaient des vies. Mais lui-même se trouvait au quartier général, derrière des cartes et des téléphones, loin du moment où se jouait le sort de la guerre. Le 25 novembre, il reçut l'autorisation du commandement de se rendre au front pour étudier l'application pratique des nouvelles méthodes, comme le stipulait l'ordre. Serov arriva au 175e régiment d'artillerie anti-chars séparé le 26 novembre. Le régiment occupait des positions sur l'anneau extérieur de l'encerclement, près du village de Verkhmekoumski. La situation était critique. Les services de renseignement signalaient que les Allemands amassaient d'importantes forces blindées en vue d'une attaque de secours. L'opération « Tempête d'hiver », comme les historiens l'appelleront plus tard, visait à briser l'encerclement et à sauver l'armée de Paulus. Le commandant du régiment, le lieutenant-colonel Nikolai Petrovitch Azafov, accueillit Serov avec prudence. Il avait près de 50 ans, avait combattu dans 3 guerres et n'avait aucune sympathie pour les petits malins d'état-major. Alors,
c'est vous l'inventeur du carrousel ?» demanda-t-il en observant le jeune capitaine. « J'ai entendu parler de vous. On dit que vous êtes un génie. » Ou un charlatan, je n'ai pas encore tranché. J'espère, camarade lieutenant-colonel, que vous comprendrez bientôt. On verra bien. Les Allemands vont frapper d'un jour à l'autre. J'ai 24 canons et l'ordre de tenir ce secteur à tout prix. Si votre manœuvre vous est utile, je vous en serai reconnaissant. Sinon, ne vous offusquez pas si je vous renvoie au quartier général. Je comprends, camarade lieutenant-colonel. Serov passa 2 jours à étudier les positions du régiment et à s'entretenir avec les commandants de batterie. 3 des 6 commandants avaient suivi sa formation et étaient prêts à employer la tactique du carrousel. Les autres étaient sceptiques. Le 29 novembre, les Allemands lancèrent l'opération Tempête hivernale. La guerre se poursuivit pendant encore 2 ans et 3 mois. Serov combattit jusqu'au bout. Après Stalingrad, il participa à la bataille de Koursk, la plus grande bataille de chars de l'histoire. La tactique du carrousel, perfectionnée et affinée, fut utilisée sur le flanc sud du saillant de Koursk, où les divisions blindées allemandes tentèrent de percer les lignes soviétiques. Près de Prokhorovka, lors de la célèbre bataille de chars du 12 juillet 1943, les batteries anti-chars entraînées selon la méthode Serov détruisirent plus d'1 centaine de chars allemands. Ce fut l'un des facteurs déterminants de l'issue de la bataille. Serov atteignit le grade de lieutenant-colonel à l'âge de 20 ans, un exploit sans précédent dans l'armée rouge à l'époque. Il fut proposé pour le titre de héros de l'Union soviétique, mais sa candidature se perdit dans les méandres de l'administration. Il reçut 3 ordres du drapeau rouge, l'ordre de la guerre patriotique de première classe et de nombreuses médailles. Mais son principal accomplissement n'était ni sa carrière, ni ses récompenses. À la fin de la guerre, la tactique du carrousel était utilisée par toutes les unités anti-chars de l'armée rouge. Elle figurait dans les manuels de combat et les instructions, et était étudiée dans les académies militaires. Les historiens militaires estiment que l'utilisation de la tactique du carrousel a permis de sauver la vie de 50 à 100 000 artilleurs soviétiques entre 1943 et 1945. Ce chiffre est approximatif, un décompte exact est impossible, mais même l'estimation minimale est stupéfiante. 100 000 personnes. 100 000 pères, fils, frères, maris. 100 000 vies qui ont continué après la guerre. Le 9 mai 1945, le lieutenant-colonel Alexander Serov se trouvait à Berlin. Il avait 21 ans. Il se tenait devant le Reichstag, regardant le drapeau rouge au-dessus du dôme et songeant au chemin parcouru depuis le garçon qui, 3 ans auparavant, observait les fourmis et rêvait de devenir ingénieur. La guerre l'a transformé. Elle lui a appris à prendre des décisions sous le feu ennemi, à assumer la responsabilité de la vie des autres, à vivre avec le souvenir de ses camarades tombés au combat. Elle lui a volé sa jeunesse et lui a offert en retour une expérience qu'il n'aurait pu acquérir autrement. Il ignorait ce qui allait se passer ensuite. La guerre était finie, mais la vie continuait. Après la guerre, Serov resta dans l'armée. Il comprenait que son expérience était nécessaire. Si une autre guerre éclatait, elle serait encore plus terrifiante. En 1946, il fut envoyé à l'académie militaire Frunze pour y suivre une formation militaire supérieure. Cette situation était inhabituelle. Un officier sans avoir suivi une formation secondaire complète à l'académie, mais son expérience et ses exploits au combat compensaient largement les exigences formelles. À l'académie, Serov ne se contentait pas d'étudier, il enseignait. Son cours, Tactique de manœuvre de l'artillerie anti-char, devint l'un des plus populaires auprès des élèves. Les jeunes officiers, qui n'avaient jamais combattu, écoutaient les récits du lieutenant-colonel, décoré de 4 rangées de médailles, et tentaient de comprendre ce que signifiait commander une batterie face à 60 chars. En 1949, un événement se produisit que Serov garda en mémoire pour le reste de sa vie. Une délégation de militaires américains est arrivée à l'académie, dans le cadre de l'un des derniers programmes de coopération alliés avant le début de la guerre froide. Parmi les délégués se trouvait le colonel Arthur Collins, instructeur de tactique à West Point. Collins assista à la conférence de Serov sur les tactiques du carrousel.
Après la conférence, il s'approcha du lieutenant-colonel soviétique et, par l'intermédiaire d'un interprète, lui dit « C'est génial. Nous avons étudié les rapports allemands sur les batailles de Stalingrad. Les Allemands appelaient votre tactique la danse de la mort, Totentanz. Ils ne comprenaient pas comment 4 canons pouvaient détruire 15 chars. Maintenant, je comprends. » Serov serra la main tendue. « Merci, colonel, mais le mérite n'en revient pas à moi. Il revient aux hommes qui ont exécuté les ordres sous le feu ennemi. » La guerre froide a séparé les anciens alliés. Les programmes d'échange ont cessé et les contacts ont été rompus. Mais les tactiques du carrousel ont continué à perdurer, désormais des 2 côtés du rideau de fer. En 1952, le magazine américain Armor publia un article intitulé « Tactique de manœuvre anti-char soviétique, leçon de Stalingrad ». L'auteur, le colonel Collins lui-même, y détaillait les principes du carrousel et recommandait de les adapter à l'armée américaine. En 1954, l'Académie militaire britannique de Sandhurst intégra les tactiques du carrousel à son entraînement anti-char. Les officiers britanniques étudiaient des schémas dessinés autrefois par un lieutenant soviétique de 19 ans dans un carnet à la lueur des étoiles. En 1967, lors de la guerre des 6 jours au Moyen-Orient, les unités anti-chars israéliennes utilisèrent une version modifiée de la technique du carrousel contre les chars égyptiens et syriens. Les résultats furent impressionnants, et les Israéliens ne cachèrent pas l'origine de cette tactique. Serov l'apprit lui-même dans les journaux. Il sourit et pensa que les fourmis de son enfance seraient ravies. La leçon avait été retenue dans le monde entier. En 1968, le général de division Alexandre Vassilievitch Serov prit sa retraite. Il avait 45 ans, jeune pour un général, mais il sentait que son temps dans l'armée était révolu. Après sa retraite, il renoua avec son rêve de jeunesse, devenir ingénieur. Il obtint son diplôme par correspondance de l'École supérieure technique Bauman de Moscou et travailla pendant 20 ans dans un bureau d'études, où il développa des systèmes d'extinction d'incendie pour les chars. Ironie du sort, un homme qui avait passé la majeure partie de sa vie à trouver comment détruire les chars d'assaut cherchait maintenant à sauver leurs équipages. Serov se maria en 1947. Son épouse, Ekaterina Mikhailovna, était médecin militaire. Ils s'étaient rencontrés à l'hôpital où Serov avait été admis pour une blessure légère en 1944. Ils eurent 3 enfants, 2 fils et une fille. Les fils, comme leur père, devinrent officiers. Chaque année, le 2 février, jour anniversaire de la capitulation allemande à Stalingrad, Serov se rendait à Mamaïev-Kourgan. Il se recueillait près de la flamme éternelle et se souvenait de ceux qui y reposaient à jamais. Gromov, mort en 1944 près de Yach, Kozlov, qui vécut la victoire mais succomba à ses anciennes blessures en 1962, le sergent Kouzmine, le sergent Vlasov, le lieutenant Orlov, le capitaine Jouravlev, tous ceux qu'il avait connus et perdus. Il n'a pas pleuré. Il est resté là, immobile, à se souvenir. En 1985, une jeune journaliste de Komsomolskaya Pravda retrouva Serov et lui demanda une interview. Elle préparait un reportage pour le 40e anniversaire de la victoire et souhaitait raconter l'histoire des héros méconnus de la guerre. Serov a longtemps refusé. Il n'aimait pas parler de lui-même. Mais il a fini par accepter. L'entretien a duré 4 heures. Serov a parlé de tout. Les fourmis, les nuits blanches, les calculs dans son carnet, la première bataille du 23 août et la colline 147. Lorsque l'interview s'est terminée, le journaliste a demandé « Alexandre Vassilievitch, vous aviez 19 ans lorsque vous avez inventé les tactiques que vous avez ensuite étudiées à West Point et à Sandhurst. Comment expliquez-vous cela ? Qu'est-ce qui vous a permis de voir ce que les généraux et les professeurs n'avaient pas vu ?» Serov réfléchit longuement, puis il répondit « Je crois que c'est parce que je ne savais pas que c'était impossible. Les généraux et les professeurs connaissaient les règlements, les traditions, ils savaient comment ils avaient combattu auparavant. Ils étaient liés par ce savoir. Mais moi, je n'étais qu'un gamin qui voulait survivre et garder ses hommes en vie. Je ne pensais pas à ce qui était possible ou non. Je pensais à ce qui fonctionnait et à ce qui ne fonctionnait pas. » Il marqua une pause et ajouta « Et puis, il y a les fourmis. » Il ne faut jamais sous-estimer les fourmis.
L'article, publié en mai 1985, provoqua une vive polémique. Serov reçut des centaines de lettres, de vétérans ayant combattu sous ses ordres, d'enfants et petits-enfants d'artilleurs tombés au combat, et de jeunes officiers ayant étudié ses tactiques à l'académie. Il se souvenait d'une lettre en particulier. Ce message venait de Saratov, d'une femme nommée Vera Orlova. Elle écrivait qu'en 1942, son fiancé, le lieutenant Nikolai Orlov, était mort à Stalingrad. Elle ne s'était jamais mariée. Elle l'avait attendu toute sa vie, même si elle savait qu'il ne reviendrait jamais. « J'ai lu votre article », a-t-elle écrit, « et j'ai compris que la mort de Kolia n'avait pas été vaine. Vous avez tiré des leçons de son décès et sauvé des milliers d'autres vies. Merci pour cela. Merci de vous en souvenir. » Serov lut cette lettre et sentit qu'un poids lourd et ancien qu'il avait porté en lui pendant 43 ans était enfin en train de se libérer. Alexandre Vassilievitch Serov est décédé le 12 mars 2003, à l'âge de 79 ans. Il a survécu à son épouse de 4 ans. Jusqu'à son dernier souffle, il a conservé toute sa lucidité et une mémoire infaillible. Des centaines de personnes, vétérans, officiers, historiens et journalistes, ont assisté à ses obsèques. La garde d'honneur a tiré une salve d'honneur et l'orchestre a joué une marche funèbre. Il fut inhumé au cimetière Novodievitchi, aux côtés d'autres héros de guerre. Son monument porte les mots qu'il avait choisis peu avant sa mort. Souvenez-vous de ceux qui ne sont pas revenus. L'histoire de la tactique du carrousel ne s'arrête pas là. En 2008, durant la guerre russo-géorgienne, les unités anti-chars russes ont utilisé une version modifiée du carrousel en Ossétie du Sud. Les officiers commandant ces unités avaient étudié les tactiques de Serov à l'académie. En 2014, l'historien militaire britannique Jonathan House a publié « Danseurs de la mort », comment un lieutenant soviétique a transformé les tactiques anti-chars, un ouvrage consacré à Serov et à son invention. Le livre est devenu un best-seller au Royaume-Uni et a été traduit en 12 langues. En 2018, le Pentagone a intégré la tactique du carrousel, sous l'appellation de défense anti-char mobile, dans une édition révisée du manuel de campagne de l'armée américaine. Ce document contient une note de bas de page indiquant l'origine soviétique de cette tactique. Des fourmis d'un jardin du village de Novaya Ousmane ont conquis le monde. Qu'est-ce qui fait d'une personne un héros ? Ni titre, ni récompense. Ni article de journaux, ni monument funéraire. Ce qui fait un héros, c'est le moment du choix. Le moment où, face à une décision impossible, on choisit non pas soi-même, mais les autres. Non pas sa propre sécurité, mais la vie d'autrui. Non pas les sentiers battus, mais l'inconnu. Alexandre Serov n'était pas un héros parce qu'il a inventé la tactique du carrousel. Il était un héros parce qu'il a osé penser différemment, dans un monde où penser différemment signifiait tout risquer. Sa carrière, sa liberté, sa vie. C'était un jeune homme de 19 ans qui, en lisant le règlement, s'est exclamé « C'est injuste !» qui a regardé les généraux et s'est dit « Je sais mieux que quiconque !» qui a regardé la mort et s'est dit « Pas aujourd'hui !» Et il avait raison. Voilà la leçon de son histoire. Non pas en termes de tactique ou de statistiques de perte. La leçon, c'est qu'un seul homme peut changer le cours de l'histoire s'il a le courage de penser et d'agir. Serov n'était pas un génie au sens traditionnel du terme. Il était observateur, tenace et n'avait pas peur de se tromper. Il s'est penché sur un problème que tous jugeaient insoluble et a cherché une solution. Et il l'a trouvé, dans les souvenirs d'enfance, chez les fourmis qui ne tiennent jamais en place. Grâce à cela, des milliers de personnes sont revenues vivantes de la guerre. Des milliers de familles n'ont pas reçu d'avis de décès. Des milliers d'enfants sont nés de pères qui auraient dû mourir à Stalingrad, Koursk ou Berlin. C'est un véritable exploit. Pas le genre d'exploit dont on parle dans les manuels scolaires, spectaculaire et glorieux. Mais un exploit discret, imperceptible, qui se mesure non pas en médailles, mais en vies humaines. Des vies qui continuent. La prochaine fois que vous verrez une fourmilière, arrêtez-vous un instant. Observez comment les fourmis se déplacent, rapidement, de façon imprévisible, sans jamais s'arrêter.
Et souvenez-vous de ce garçon des environs de Voronèje qui, il y a 80 ans, observait ces mêmes fourmis. Ce garçon qui a grandi est parti à la guerre et a changé le cours de l'histoire. Car parfois, les plus grandes découvertes commencent par les observations les plus simples. Il suffit de pouvoir voir.